à mes amis panélistes, bonjour à tous les présents. Concernant l'impact de la crise sur notre métier, comme l'ont dit mes amis hôteliers, le Covid a eu un impact très violent sur le secteur du service. Pas seulement bien entendu en Tunisie, mais tout le monde en tout cas a subi ça, c'est un impact mondial. Donc ce serait, j'allais dire, pas très cohérent d'imaginer qu'on n'a pas eu quand même, j'allais dire, un vrai tremblement de terre dans nos métiers. Et là, je vais parler du métier de l'intermédiaire du service. Les hôteliers parleront de leur métier mieux que moi, mais pour l'intermédiaire du service, qu'on soit dans le luxe ou dans le tourisme généraliste, l'impact est là. La fermeture des frontières, le ralentissement du tourisme a fait que même le secteur du luxe a été touché. Et là, je lisais dernièrement sur une revue spécialisée, on parle d'une baisse de 35% en fin d'année 2020 de l'industrie du luxe. Je pense que sur les 20 dernières années, il n'y a même pas eu de baisse sur ce segment-là. Donc parler de 35% d'une moyenne mondiale, c'est, je pense, assez impressionnant. Si on rajoute à ça moins de 80% de vols internationaux à travers le monde en 2020, le résultat est là, on ne va pas quand même se cacher une réalité, on est directement impacté. Donc qu'on soit hôtelier ou on soit intermédiaire de service, je pense que l'année 2020 et l'année à venir ou les 2 ans à venir vont être quand même des années difficiles. Mais par contre, je reste relativement optimiste. Optimiste parce que je pense, comme l'ont dit certains de mes collègues, il y a des opportunités, il faudra les saisir, il faut complètement transformer la façon qu'on a de vendre nos produits, de les mettre en valeur. Donc je garde quand même une touche optimiste pour les étudiants, voilà les potentiels, j'allais dire, spécialistes du tourisme qui risquent d'intégrer ce secteur-là. Donc cet impact violent, est-ce qu'il a eu un impact sur notre personnel? Bien entendu. Quand on perd plus de 40 ou 50% de son chiffre d'affaires, il faut prendre, j'allais dire, les choses sérieusement. Même si donc, je rejoins tout à fait Nicolas dans sa remarque, pour moi, le capital humain, c'est le garant de notre compétitivité. Donc oui, il a fallu prendre des décisions difficiles. Sur les 8 mois qui sont passés depuis que cette crise s'est installée, je pense que tous les responsables de société dans tout secteur confondu, tourisme aidant, on a dû s'adapter. Je sais que jusqu'au mois de juin, on a tous utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition pour maintenir la totalité de notre personnel. On a fait prendre des congés, on a mis les personnes en travail mi-temps, mais malheureusement, la réalité est là. C'est-à-dire qu'il y a un manque de visibilité flagrant. C'est une période d'incertitude jusqu'à ce jour. On s'accroche à tout ce quoi on peut s'accrocher, un vaccin qui va arriver, quand est-ce qu'il va être commercialisé, quand est-ce qu'on pourra reprendre une vie normale et voyager. Bon, à ce jour, je pense que personne n'a la réponse. Donc je sais qu'en tout cas, nous aussi à notre niveau, à nous, on a dû prendre des décisions. Moi, personnellement, on a dû se séparer d'à peu près 20% de notre personnel à contre-cœur, mais il fallait, j'allais dire, garder un noyau dur pour pouvoir rebondir au moment de la reprise et même pas en attendant une reprise, trouver des solutions aujourd'hui pour pouvoir tout simplement être présent, motiver aussi les équipes présentes parce que c'est pas évident de travailler à mi-temps, c'est pas évident de perdre du chiffre d'affaires. Et avoir une équipe, surtout dans le service, qui n'est pas à 100% motivée, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc nous, on a fait un choix où on a résorbé de 20% notre équipe personnelle pour faire que les 80% restantes puissent trouver l'énergie qu'il faut pour continuer dans cette activité-là. Voilà. Maintenant, parmi aussi les bonnes choses, dans un de nos métiers qui est la conciergerie de luxe, c'est vrai que sur les 6 premiers mois, on a perdu des contrats, mais ça permet un petit peu aux équipes de
de réfléchir, d'essayer un petit peu de voir comment on pouvait faire que ce Covid puisse se transformer en opportunité. Et je pense que le panel d'avant en a parlé aussi. On a réussi quand même à rebondir sur la situation. Et un client qui était au stade où il n'allait pas renouveler un contrat pour ses clients VIP, on a réussi à lui vendre, j'allais dire, une solution pour les Tunisiens résidant à l'étranger. C'est une banque de la place. Et on s'est rendu compte que les Tunisiens, beaucoup d'entre eux n'allaient pas rentrer en Tunisie. Donc, on a essayé d'apporter une solution d'assistance à tous ceux qui étaient résidents à l'étranger pour leur permettre de, entre autres, gérer leurs biens en Tunisie, de les mettre en relation avec leur famille qui restait ici. Et j'allais dire, une situation de blocage s'est transformée en opportunité de contrat. Ce qui veut dire que malgré Covid, il y a quand même des choses positives aussi. C'est pas simple. Je pense que l'année 2020 va être une année très difficile pour notre métier. Mais si on fait des sacrifices à notre niveau ou au niveau d'une partie de notre personnel, c'est pour trouver l'énergie et les moyens de rebondir et d'être de nouveau ici quand tout reprendra. Voilà. Merci beaucoup, Siliad. En fait, j'ai un exemple qui fait plutôt mal. Par rapport au Maroc, en 2019, le Maroc a reçu à peu près 13 millions de touristes. La Tunisie n'en est pas loin, a reçu à peu près 9,5 millions de touristes. Donc jusqu'ici, tout va bien. Sauf que par rapport aux recettes touristiques, le Maroc a réalisé des recettes touristiques 4,5 fois plus élevées que les recettes de la Tunisie. Le Maroc a investi dans le luxe, a investi dans la qualité, et cela, bien évidemment, a développé de nouveaux métiers. Donc, Célia, peut-on être rassuré quant à l'évolution de l'emploi dans le secteur du tourisme à la suite de cette crise en Tunisie? Et pensez-vous que le luxe pourra jouer un rôle important dans l'évolution des emplois dans le secteur? Moi, je pense ce qu'a dit aussi, je pense Céline qui l'a dit dans le panel d'avant, l'activité va reprendre. Elle reprendra peut-être pas en 2021 à 100%, mais elle reprendra en 2022. La Tunisie, comme le Maroc, puisque vous prenez l'exemple du Maroc, sont des pays où le secteur du tourisme, on sait le poids qu'il fait, donc on ne peut pas du tout faire abstraction aujourd'hui de ce secteur d'activité. Donc oui, il va y avoir reprise. Maintenant, le rôle des professionnels et le rôle aussi un petit peu des gouvernants, c'est dans quel état on sera, ou en tout cas, on doit l'être à la reprise. Donc, est-ce que le tourisme va être maintenu? Oui. Est-ce que, j'allais dire, il faut prendre des mesures courageuses pour sauver le secteur? C'est indéniable. C'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, et c'est ça qui fait que même les plus optimistes, il y a des matins où ils ont du mal un petit peu à s'accrocher un petit peu aujourd'hui à ce secteur. Mais je reste convaincu qu'en tout cas, oui, on sera là. Maintenant, vous avez pris l'exemple du Maroc. Là, je vais parler à ceux qui, comme moi, ont un petit peu plus de 20 ans de métier. On a vu, j'allais dire, l'évolution du Maroc et j'allais dire la stagnation, voilà des fois un petit peu la descente aux enfers de certaines régions touristiques fitounes. Malheureusement, je vais redire ce qu'a dit Tarek dans le panel d'avant, il y a des choix politiques qui n'ont pas été faits. Il y a un encouragement de l'investissement étranger qui n'était pas aussi audacieux qu'au Maroc, qui a fait qu'il y a eu cet écart. Voilà, aujourd'hui, tout le monde, le Tunisien voyage au Maroc, on va à Marrakech, on va dans les destinations touristiques qu'on a en Tunisie. Le décalage, il est là. Le décalage n'est pas dû au fait qu'il manque des professionnels en Tunisie. Pas du tout. J'estime qu'on a autant de professionnels en Tunisie, si ce n'est plus ici qu'au Maroc. Mais il y a eu un choix politique qui a été fait depuis Hassan II, donc on parle des années 60 jusqu'à aujourd'hui 2020, une volonté d'ouverture, de permettre l'investissement étranger au Maroc, de faciliter tout ce qui était procédure d'achat et d'investissement pour les étrangers. Il y a encore quelques jours, je regardais sur Internet la page, voilà le site Investir au Maroc. Et j'ai tendance à comparer avec malheureusement Investir en Tunisie. Je rigole, mais des fois c'est malheureux. Quand on voit qu'Investir au Maroc, il y a une page, il y a plutôt une traduction en chinois, en anglais, en marocain et en français, c'est-à-dire chinois.
et qu'ils ont une stratégie sectorielle claire. Nous, ce qui manque, ça a été dit aussi, donc je vais un petit peu redire ce qui a été dit avant, c'est qu'il n'y a pas eu une vraie stratégie sectorielle ces 20 dernières années. Et l'instabilité politique des 11 dernières années n'ont pas facilité les choses. Après, je ne jette la pierre à personne, mais quand on a 8 ministres qui se succèdent en 11 ans, c'est très difficile de garder un cap, d'avoir un cap clair. Donc je pense qu'il nous a manqué en Tunisie, par rapport au Maroc, si cet exemple-là qui est aujourd'hui choisi, c'est tout simplement une stratégie sectorielle claire, des vraies décisions politiques pour permettre l'investissement et faire qu'aujourd'hui on puisse avoir tous les moyens pour pouvoir aussi travailler. Je pense qu'il y a un exemple qui a été donné aussi que j'ai entendu, où être capable d'embaucher des fois des profils qui nous manquent. Je pars du principe qu'on a de beaux profils en Tunisie, il y a des gens de qualité, mais c'est la concurrence qui aussi nous permet aussi de rester sur des standards très hauts, que ce soit en restauration, que ce soit en événementiel, que ce soit en hôtellerie. Donc oui, malheureusement, nous a fait défaut un choix stratégique ces 20 dernières années, à mon avis. Et qu'on paye aujourd'hui dans la moyenne de dépenses du touriste, dans le nombre de touristes qui viennent en Tunisie. Il y a aussi un choix qui est fait sur l'aérien. Je pense que ça a été abordé aussi, le fait de permettre aujourd'hui à la destination d'être desservie par le maximum de compagnies et par les maximums d'affréteurs d'avions et ne pas être dans ce monopole qui aujourd'hui coûte très très cher à l'activité touristique. Donc voilà, moi je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs, mais qui fait que l'écart qui n'existait pas il y a 20 ans, qui était très léger. Il faut savoir que Touzer ou Jerba, il y a 20 ans, valait largement, si ce n'est plus, que certaines régions touristiques marocaines. Par contre, 20 ans après, le gap, on le connaît malheureusement.